Donc la semaine dernière, on a vu les 10 premières façons de foirer son plateau, mais royal comme un boss, comme un chef, 100% raté ou remboursé. Et cette semaine, on continue de descendre la liste depuis le numéro 11 jusqu'au numéro 19. Et ça, c'est après le générique. Façon numéro 11, et je l'aime beaucoup celle-là, c'est de chercher trop d'informations sur Internet. Parce qu'en fait, c'est génial, Internet, on peut tout apprendre. Tu peux apprendre à monter une cuisine, tu peux apprendre à faire du patin à roulettes, comme tu peux apprendre à faire de la moto et à réussir ton permis moto. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'informations et dedans, tu verras par toi-même, si tu commences à aller de lien en lien, de vidéo en vidéo, de site en site, que la qualité n'est pas toujours constante, malheureusement. Et surtout, tu vas avoir des informations qui, parfois, se contredisent. Donc, faire très attention avec ce qu'on voit sur Internet. Numéro 12, ne pas faire assez de place dans son agenda. Pour les leçons, bien évidemment. Donc, on a tous une vie super busy, super occupée. On a tous du sport à faire, un boulot ou des études, des enfants pour certains, etc., etc., des activités. Donc, ça rejoint aussi le point numéro 8 sur l'espacement des leçons. C'est-à-dire que si on n'a pas accordé la priorité temporairement, bien sûr, puisque le permis moto, c'est pas toute sa vie, qu'est-ce qui se passe? On va avoir toujours une urgence, un truc qui passe avant, etc. Et donc, on va espacer ces leçons. On ne sera pas dans le jeu, on ne sera pas concentré. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On tombe sur le problème du point numéro 8, c'est que trop d'espacement fait qu'on ne progresse pas à un rythme optimal, on repart un peu plus bas que prévu, etc. etc. Donc, on a souvent besoin d'un peu plus de leçons parce que on n'est pas dans le jus, on n'est pas concentré, on n'est pas dedans. Donc, le permis moto, les leçons, c'est temporaire, c'est l'espace de quelques semaines à quelques mois selon les personnes. Et dans l'idéal, c'est que quelques semaines. Donc, se donner des créneaux définis pour avoir ces leçons, pour avoir le temps de réviser aussi à la maison, préparer ses leçons, etc., c'est ce qui permet de booster son apprentissage. Numéro 13, c'est dans le même ordre d'idée, c'est de ne pas s'être fixé des objectifs SMART. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un objectif SMART? SMART, c'est un acronyme spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est la meilleure façon de se planifier un projet, de se donner des objectifs et de les atteindre. Déjà, c'est temporellement défini, c'est-à-dire qu'on s'est donné une échéance, sinon on va procrastiner, on va tomber dans les problèmes de points numéro 12 et numéro 8. C'est réaliste parce que si on est trop ambitieux, qu'on se dit je vais passer mon permis moto en 48 heures, là c'est parti, voilà, faut que ça reste atteignable et réaliste. Donc ça fait ART, spécifique et mesurable. Ça veut dire que spécifique, c'est que je peux mesurer que j'ai atteint mon objectif. Par exemple, si je te dis mon objectif, c'est de me sentir mieux dans ma peau, bon courage pour définir comment tu as atteint cet objectif de façon objective. Donc spécifique, être sûr du concret des choses qui sont finalement mesurables. Comment est-ce que tu vas mesurer tes progrès et être sûr que tu es sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs. Donc, SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Numéro 14, on change un peu de sujet, c'est aller à l'examen sans être certain de le réussir. Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent se passer, etc. et qu'on ne peut pas prédire le futur et dire « Ok, sinon je prédis la loterie aussi ». Ce que je veux dire par là, c'est dans son fort intérieur, en nous, là-haut, en bas, partout, d'être sûr de soi, d'être confiant envers sa capacité à réussir. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller à l'examen en doutant de soi. C'est l'autoroute vers l'échec, je te le dis directement. Si tu as des doutes, machin, prends le temps de bosser sur toi, etc. Mais ne va pas à l'examen en disant ah, peut-être ça va le faire, ouais, sur un malentendu, etc. Non. Faut que tu y ailles, tu te dises ok, je suis prêt. Mais il faut que tu le sentes intérieurement que tu es prêt. Tu y vas, c'est parti, c'est la même chose que ce que tu as fait pendant tes leçons, tu as fait des examens blancs, etc. Tu sais que tu sais le faire, tu as juste à faire la même chose. Parce que le moindre doute que tu auras, plus le stress de voilà, je suis évalué, je suis devant mes camarades, il y a un mec qui prend des notes pour m'évaluer, pour me donner ma note finale, tout ça, ça va te faire dérailler. Donc vas-y seulement si tu es droit dans tes bottes et que tu es prêt à y aller.
et que tu le sens intérieurement. Numéro 15, dans le même ordre d'idée, c'est se laisser influencer, voire contaminer par la peur des autres. Et quand je dis la peur, c'est généralement la peur d'échouer à l'examen. Parce que bon, t'es avec tes camarades, etc. et t'en auras toujours au moins un ou une qui va dire « Ah mon Dieu, mais je sais pas si je vais y arriver, etc. etc. » Donc rien de mal à ça, c'est une réaction naturelle, on a tous le droit d'avoir des doutes à un moment donné. Mais faut que, pareil, tu restes confiant envers ta capacité de réussir, même si d'autres élèves n'ont pas forcément la même confiance. Parce que si tu commences à entendre une fois, deux fois, trois personnes différentes qui te disent « Ah, je sais pas trop, ah, c'est dur l'examen, etc. etc. » ça peut te contaminer, ça peut te faire douter de toi-même alors que tu étais certain à la base. Donc faire très attention à ça. Numéro 16, toujours dans le même ordre d'idée, c'est utiliser son énergie pour rassurer les autres, donc ses camarades, plutôt que soi-même. Alors qu'on se comprenne bien, la camaraderie, c'est hyper essentiel, c'est hyper important. On parle de communauté motarde, c'est pas pour rien. Mais pour autant, c'est aussi ton examen à toi, c'est ta réussite à toi. Donc commence d'abord par utiliser ton énergie pour te rassurer toi, pour te mettre en mode confiance, etc., avant d'aller aider les autres. Comme on dit, aime-toi toi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. C'est le même ordre d'idée, c'est aide-toi d'abord avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre. 17, on change de sujet. C'est ne rien connaître aux bases de la moto et ne pas chercher à les connaître. Si tu ne comprends pas le fonctionnement d'une moto, tu te mets un boulet au pied parce que, ouais, c'est bien d'apprendre les parcours, les examens, les machins, les trucs. Mais au final, c'est pas des plots que tu vas faire. Enfin, tu vas pas circuler entre des plots. Tu vas utiliser une moto dans un contexte qui va varier tout le temps. Tu sais pas comment elle réagit parce qu'il y a un paramètre X ou Y qui entre en ligne de mire par rapport à ton parcours que tu as fait entre des plots. Tu vas te retrouver dans la merde. Donc, je t'invite sincèrement à faire l'effort d'apprendre la théorie, la technique pure, comme l'appellent certains de mes élèves, pour améliorer ta connaissance de la moto, de comment elle fonctionne et donc de comment tu vas la maîtriser. Ça va non seulement te permettre d'être un bon pilote par la suite, mais aussi de mieux réussir plus facilement tes exercices au plateau. Donc c'est gagnant-gagnant. Numéro 18, ne pas analyser ce qui est attendu de toi à l'examen. Tu sais, t'en as, ils arrivent, ils disent « Ah bon, je devais passer à tel endroit. Ah bon, je devais mettre un clignotant, etc. etc. » Que ce soit pour le plateau ou la circulation, il y a un guide d'évaluation qui est prévu pour les examinateurs. Il y a tous les critères, il y a la checklist entière de ce qu'ils regardent pour chaque exercice, chaque examen. Pour la circulation, il y a chaque item, l'attitude derrière son guidon, respect des distances, etc. Et j'en passe, il y a tout un... Enfin, je veux dire, il fait, je crois, 40 pages peut-être, celui de 2020. Lis-le, comme ça tu sais exactement ce qui est attendu de toi le jour de l'examen. Donc ça t'enlève des doutes, tu sais ce que tu as à faire et donc tu es encore plus confiant que les autres qui sont encore dans le « Ah, je suis pas sûr ». Gagnant, gagnant. Numéro 19, et c'est ma préférée, c'est penser que l'examen certifie que l'on sait conduire plutôt que l'examen nous donne un droit à apprendre à conduire en conditions réelles. Et ouais, quand tu y penses, l'examen, c'est quoi? Tu refais les mêmes exercices, je parle du plateau pour le coup, les mêmes exercices que ce que tu as fait en leçon. Et même pour la circulation, quand tu y penses, tu vas refaire à peu près les mêmes tracés, les parcours d'examen, comme ils appellent ça, que le jour de l'examen. Donc en fait, tu répètes un truc que tu as déjà fait et tu montres juste que tu sais faire ces trucs-là. Si tu n'y arrives pas le jour de l'examen parce que tu es trop stressé ou autre, en fait, ça ne dit pas que tu ne sais pas conduire, ça dit juste que tu n'as pas réussi à faire un truc que d'habitude tu sais faire. Et surtout, garde en tête que finalement, quand tu y penses, vu le niveau que tu as en sortant de ton permis moto, et repense au permis auto, c'est pareil, et le niveau de compétence que tu as après, je sais pas, 1 an, 2 ans, puis 3 ans, même 6 mois déjà d'expérience à rouler, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'en réalité, c'est un diplôme, entre guillemets, c'est un permis d'apprendre en conditions réelles sans être un danger pour soi ou pour les autres. J'ai listé 19 façons de se foirer royal au plateau, voire un petit peu pour la circulation, vu qu'on a un peu débordé. Mais il y en a bien évidemment beaucoup plus. Donc comme la semaine dernière, nouveau challenge, maintenant que je t'ai rajouté la liste complète de 1 à 19, de trouver encore 3 autres façons de se foirer au plateau en mode 100% raté, garanti ou remboursé au plateau.
et tu me mets ça dans les commentaires, comme ça on en discute. Et ça permet de partager l'info avec les autres apprentis motards, en une communauté, les motards. Comme ça, eux aussi, ils évitent de faire ces erreurs.